Lecture des Hommes de Forty Mile par Jack London. Les Hommes de Forty Mile. Quand il avança la proposition, apparemment inoffensive, selon laquelle la glace en formation dans le fleuve prenait des aspects plutôt bizarres, le grand Jim Belden était loin d'imaginer ce qui s'ensuivrait. Lon McFane ne l'imaginait pas non plus, quand il affirma que la glace de fond l'était encore plus bizarre. Ni même Battles, qui l'avait immédiatement contredite en déclarant que l'existence de la glace de fond en question n'était que bobard. « Quoi ?» cria Lon. « C'est toi qui vas me contredire ? Après toutes les années que tu as passées dans le Grand Nord et toutes les gamelles qu'on a partagées ? » Mais ça n'a aucun sens, insista Battles. Écoute, l'eau est moins froide que la glace, il n'y a pas tellement de différence quand tu passes à travers. N'empêche, l'eau est moins froide puisqu'elle n'a pas gelé et tu dis que ça gèle dans le fond. Et oui, c'est la glace de fond. David, la glace de fond. T'as jamais vu, quand tu laisses dériver ton canoë sur l'eau limpide, comme du cristal, d'un coup une bouillie glacée monte du fond et trouble l'eau comme un nuage qui passe devant le soleil, et puis ça s'étale sur toute la surface de la rivière, d'une rive à l'autre, comme des flocons de neige fraîche. Ouais, peut-être bien que j'ai vu ça quelquefois quand je somnolais sur la pagaie de direction. Mais ça venait d'un affluent, pas du fond. Et jamais quand tu roupillais pas ? J'ai jamais vu ce que tu dis, et toi non plus. C'est contre la logique. N'importe qui te le dirait. Bettles prenait à témoin les hommes qui faisaient cercle autour du poêle, mais c'était avec Lon McFane qu'il avait maille à partir. Logique ou pas logique, c'est la vérité que je te dis. À l'automne dernier, il y a un an, avec le guide indien Sitka Charley, on a vu le phénomène en descendant le rapide que tu connais, après Fort Reliance. Il faisait bien un temps d'automne, le soleil brillait sur les mélèzes dorées et les bouleaux frissonnants, la lumière scintillait dans l'onde et, au loin, l'hiver et la brume bleue du nord arrivaient main dans la main. Sur le bord de la rivière, la glace se formait. Tu vois comment ça fait en s'épaississant avec le courant. Avec l'air vif et pur qu'on sentait passer dans tout son sang, chaque bouffée était un nouveau bail avec la vie. C'est alors, mon gars, que le monde te semble tout petit et le besoin d'aller toujours plus loin te mange les talons. Mais je m'éloigne du sujet. On pagayait, sans voir d'autre glace que sur la rive, quand l'Indien leva sa pagaie en criant « Lon McFane, regarde, dessous !» J'en avais déjà entendu parler, mais je ne pensais pas le voir. Comme tu le sais, Sitka Charley et moi, on était nouveaux dans le coin, et ce spectacle, c'était une première. Alors on s'est laissé dériver, en se penchant chacun d'un côté, et on a observé le fond de l'eau scintillante. Ça me rappelait le temps où j'étais pêcheur de perles, à scruter les bancs de coraux qui grandissent comme des jardins sous la mer. Et elle était là, la glace de fond, qui s'amassait et s'accrochait à chaque pierre comme un corail blanc. Mais le plus beau arrivait. On venait juste de franchir les rapides, et l'eau prit d'un coup la couleur du lait. Des petits cercles apparurent à la surface, comme quand les poissons sortent au printemps, ou que l'averse tombe du ciel. C'était la glace de fond qui montait. À droite, à gauche, aussi loin qu'un homme pouvait voir, elle s'étalait partout. On aurait dit du porridge qui s'agglutinait sur l'écorce du canoë, collé au pagaie. Malgré toutes les occasions que j'avais eues avant et toutes celles que j'ai eues depuis, c'est la seule fois où j'ai assisté au phénomène. Ce sera peut-être la seule fois de ma vie. Tu m'en diras tant, commenta sèchement Battles. Tu crois que je vais avaler tes salades ? Moi je pense plutôt que la réverbération du soleil t'a aveuglé et que le froid t'a fait beaucoup parler.
Je l'ai vu de mes propres yeux, et si Sitka Charlie était là, il dirait la même chose. Mais les faits sont les faits, et tu peux rien faire contre ça. C'est pas dans la nature des choses que l'eau la plus éloignée de l'air froid gèle en premier. De mes propres yeux, je te dis. Bon, t'énerve pas pour ça, avertit Bettles, qui voyait monter la fameuse colère celtique. Alors tu ne me crois pas. Puisque tu veux vraiment savoir, non. Je crois plutôt la nature et les faits. Je suis un menteur alors, dit Lon d'un ton menaçant. Tu ferais mieux de demander à ta squaw de femme. Elle te dirait si j'invente. La colère de Bettles s'éclata. L'Irlandais l'avait involontairement blessé, car la femme qu'il avait épousée à la mission grecque de Nulato, environ 1000 miles plus bas sur le Yukon, était la fille d'un Russe négociant en fourrure. Dans le système social du Grand Nord, elle se situait donc au-dessus de la première squaw venue. Nuance certes difficile à comprendre, mais qui avait son importance chez ces aventuriers. « Ouais, t'es peut-être bien un menteur, lâcha-t-il délibérément. » L'instant d'après, Lon McFain l'étalait au sol, et la demi-douzaine d'hommes s'interposaient, brisant le cercle qu'ils formaient jusque-là. Bettles se releva en essuyant le sang qui coulait de sa bouche. « Tu sais comment ça se passe quand on prend des coups, on doit les rendre, et t'imagines bien que je vais payer mes dettes. » « Je n'ai jamais laissé quiconque m'insulter, mais je serais sacrément lâche si je refusais de régler ce compte comme il te plaira, fut la réponse courtoise de l'Irlandais. « T'as toujours ton 38-55 » Lon acquiesça d'un signe de tête. « Tu devrais te procurer un plus gros calibre, le mien va te faire des trous gros comme des noix. »« T'inquiète pas, mes balles à moi s'enfonceront tendrement et s'étaleront comme des crêpes sur ta carcasse, avant de ressortir de l'autre côté. Et quand aurai-je le plaisir de te retrouver ? Le trou d'eau me paraît l'endroit rêvé. Ça me va. Sois-y dans 1 heure et t'auras pas longtemps à m'attendre. Les 2 hommes mirent leurs moufles et sortirent, sourds aux remontrances de leurs camarades. Tout cela n'était qu'une broutille. Mais chez ces hommes irascibles et têtus, les broutilles viraient vite au tragique. Par ailleurs, l'art de dégeler le gravier pour prospecter en toute saison n'avait pas encore vu le jour. Alors, désœuvrés tout le long hiver arctique, les hommes de Forty Mile mangeaient et buvaient pour tromper leur ennui, devenaient irritables comme les abeilles en automne quand les ruches sont pleines de miel. Et la loi ne s'appliquait pas dans le Grand Nord. La police montée appartenait encore au futur. Dans ces conditions, chaque homme mesurait l'offense qui lui était faite et appliquait en proportion le châtiment. L'action collective était rarement nécessaire et jamais dans l'histoire monotone du camp, le 8e article du décalogue n'avait été violé. Le grand Jim Belden lança une réunion impromptue. Scruff Mackenzie fut choisi comme président intérimaire et on envoya un messager solliciter les bons offices du père Roubaud. L'attitude à prendre dans cette affaire leur posait un cas de conscience. Par la force du nombre, ils pouvaient s'interposer pour empêcher le duel. Pourtant, si cette éventualité correspondait à leurs souhaits, elle contredisait leurs principes. Leur morale frustre et dépassée reconnaissait à l'individu le droit de répondre aux coups par les coups. Mais ils ne supportaient pas l'idée que de bons camarades comme Bettles et McFain puissent se rencontrer dans un duel à mort. Certes, l'homme qui, face à une provocation, refusait de se battre était un lâche, mais en y réfléchissant, aller jusqu'au bout semblait ici un tort. La discussion fut interrompue par des bruits de mocassins dans la neige, de grands cris et finalement un coup de feu. Puis, la double porte s'ouvrit et Malemute Kid fit son entrée, un colt fumant dans la main et l'air content. « Je l'ai eu !» Il logea une nouvelle cartouche dans le barillet et ajouta « Ton chien, Scruff. »« Croc-jaune » demanda Mackenzie. « Non, celui qui avait l'oreille fendue. »« Bon sang, il n'y avait pas de problème avec lui. »« Viens voir dehors. » Laisse, j'ai compris.
Ils deviennent tous démons. Crojon est revenu ce matin, il a mordu bus et a failli me faire veuf. Il a foncé sur Zarinska, qu'il a frappé à la gueule avec ses jupons. Elle a perdu les jupons, mais elle a pu s'en tirer avec une bonne cabriole dans la neige. La bête est repartie dans les bois et j'espère qu'elle y restera. Et toi, t'en as perdu ? J'en ai perdu un. Choukoum, le meilleur de la meute. Il est devenu fou furieux ce matin, mais il n'est pas allé bien loin. Il est tombé sur les bêtes de Sitka Charlie, qui l'ont coursé tout le long de la rue. Et au final, 2 d'entre eux ont filé avec lui, foudrage à leur tour. Si on ne fait rien, on aura vite compté les chiens au printemps. Les hommes aussi. Mais comment ça ? Qu'est-ce qui se passe encore ? Bettles et Lon McFain se sont accrochés et dans quelques minutes, ils seront au trou d'eau pour régler ça. On lui raconta toute l'altercation. Malmute Kid, fort de la confiance que lui témoignaient toujours ses compagnons, se chargea de l'affaire. Il mit rapidement au point un plan d'action et en fit part aux autres. Tous se rangèrent à son idée. « Alors, vous voyez, conclut-il, on ne leur interdit pas vraiment le combat, et pourtant, grâce à cette belle combine, je ne crois pas qu'ils passeront à l'acte. La vie est un jeu, et les hommes sont des joueurs. Ils peuvent tout miser à une chance sur 1000. Mais retirez cette chance-là, et ils ne joueront plus. » Et se tournant vers l'homme en charge du comptoir, « Patron, tu peux me donner 3 toises de ta meilleure corde, de la demi-pouce ?» Puis, il prophétisa. « Nous allons établir un précédent qui servira aux hommes de Forty Mile jusqu'à la fin des temps. » Enfin, il leva la corde autour de son bras et prit la tête du groupe vers la sortie. Dehors, les 2 protagonistes arrivaient justement. « Il aurait jamais dû parler de ma femme, elle avait rien à voir là-dedans, tonna Bettles, devant un ami qui tentait de l'apaiser. Il aurait jamais dû, c'est tout, ajoutait-il catégoriquement avant de le répéter encore et encore, arpentant le terrain dans l'attente de Lon McFain. Il aurait jamais dû. Le visage rouge, Lon McFain apostrophait avec véhémence l'homme d'église. « Oui, mon père, criait-il, c'est le cœur léger que j'irai me rouler dans les flammes de l'enfer, mes grosses fesses sur les braises. Mais il ne sera pas dit que Lon McFain s'est laissé traiter de menteur sans bouger le petit doigt. Je demande même pas votre bénédiction, j'ai eu des années difficiles, mais mon cœur est toujours resté à la bonne place. » « Mais il ne s'agit pas de ton cœur, répondit le père Roubaud. C'est ton orgueil qui t'incite à tuer ton prochain. Ah, foutu français, conclut Lon. Et alors qu'il allait tourner le dos au missionnaire, il ajouta. Vous direz quand même une messe si la chance est contre moi. Mais le prêtre se contenta de sourire, et d'un pas démonstratif, posa son mocassin sur le lit blanc du fleuve silencieux. Une piste tracée de la largeur d'un traîneau de 16 pouces menait au trou d'eau. De part et d'autre s'étendait une couche épaisse de neige molle. Les hommes marchaient en file indienne sans prononcer le moindre mot, et la soutane noire au milieu du cortège lui donnait des allures de convoi funèbre. C'était une douce journée d'hiver pour Forty Mile. Un ciel lourd pesait sur le sol et le mercure du thermomètre n'indiquait que 7 degrés sous zéro. Pourtant, cette température clémente n'apportait aucune joie. Il y avait peu d'air dans les hauteurs et les nuages se tenaient immobiles, morne promesse d'une chute de neige prochaine. La terre, elle, semblait indifférente, satisfaite dans son hibernation. Une fois arrivé au trou d'eau, Bettles, qui de toute évidence avait ressassé la querelle pendant la marche silencieuse, laissa éclater un dernier « Il aurait jamais dû !» L'homme McFain, lui, s'enfermait dans un mutisme sinistre. L'indignation l'étouffait tant qu'il ne pouvait plus parler. Pourtant, en leur fort intérieur, quand ils oubliaient un instant leurs torts respectifs,
Les deux hommes s'étonnaient du comportement de leurs camarades. Les duellistes s'attendaient à de plus vives réactions, et avoir le groupe à ce point consentant les attristait. Il leur semblait qu'on pouvait attendre mieux de la part de proches compagnons, et cela paraissait vaguement révoltant qu'un si grand nombre d'hommes et de leurs frères fussent sortis comme au spectacle, sans protester pour voir deux des leurs se tirer dessus. La communauté ne semblait pas tenir beaucoup à eux. Dos à dos, David annonça Lon. « Est-ce qu'on se met à 50 pas, ou est-ce que tu veux doubler la distance ?»« 50 » fut la vaillante réponse que donna Bettles dans un brusque grognement. Mais l'Irlandais avait l'œil et remarqua la corde toute neuve qui pendait négligemment au bras de Malmute-Kid. Un soupçon le prit qui le fit frissonner. « Qu'est-ce que tu fais avec cette corde ?»« Dépêchez-vous un peu, répondit Malmute-Kid en regardant sa montre. J'ai une fournée de pain en route à la cabane et je ne veux pas que la pâte retombe. En plus, je commence à avoir froid aux pieds, moi. » Les autres hommes du groupe manifestèrent leur impatience par différents gestes bien parlants. « Mais cette corde toute neuve, Kid, c'est quand même pas pour lever ta patte. » Bettles avait fini par se retourner. Le père Roubaud, que la situation amusait beaucoup, cachait son sourire derrière ses moufles. « Non, Lon, cette corde lèvera un homme, dit Malmute-Kid avec le ton très impressionnant qu'il savait prendre à l'occasion. « Et quel homme ?» demanda Bettles, qui commençait à se sentir concerné. « L'autre homme. »« C'est-à-dire ?»« Écoute, Lon, et toi aussi, Bettles. Nous avons discuté de votre petite affaire et nous sommes arrivés à une conclusion. Nous savons que nous n'avons pas le droit d'empêcher votre duel. »« Alors là, t'as raison, mon gars. Et nous n'allons pas l'empêcher. Mais nous voulons et allons faire en sorte que ce combat soit le seul dans l'histoire de 40 Mile. Nous ferons un exemple pour tous les Chechaquois qui remontent ou descendent le Yukon. Bref, celui d'entre vous qui en réchappera sera pendu à l'arbre le plus proche. Maintenant, allez-y. » Lon eut un sourire hésitant, puis son visage s'éclaira. « C'est parti, David, 50 pas, on se retourne et on tire tant que l'autre tient debout. » Ils n'auraient jamais le cœur à faire ce qu'ils disent. Tout ça, c'est rien que du bluff de Yankee. Il se mit en garde, un sourire content aux lèvres, mais Malmute-Kid l'arrêta. « Lon, ça fait un moment que tu me connais, hein ? Bye. Et toi, Bettles ? Ça fera 5 ans à la crue de juin. Et m'avez-vous vu, une seule fois, pendant tout ce temps, manquer à ma parole ? Ou l'avez-vous entendu dire ?» Les deux hommes firent non de la tête, en essayant d'imaginer ce qui allait venir. « Alors, que vaut selon vous une de mes promesses ?»« Aussi sûr que ta signature, répondit Bettles. On peut risquer sur elle sa part de paradis, approuva rapidement Lon McFane. Écoutez, moi, Malmute-Kid, je vous fais la plus formelle promesse, et vous savez ce que cela signifie, que celui qui ne sera pas descendu par l'autre se balancera au bout de cette corde 10 minutes après le duel. » Il recula alors de quelques pas, tel Pilate se lavant les mains. Les hommes de 40 Mile se figèrent dans un silence. Le ciel s'approcha encore, lâchant un vol cristallin de givre, paillettes parfaitement géométriques, comme évanescentes, mais qui demeuraient pourtant au sol jusqu'au retour printanier du soleil. Les deux protagonistes avaient en leur temps mené des aventures désespérées, en gardant en bouche un juron ou une plaisanterie et avec une foi inébranlable dans le dieu de la chance. Mais pour l'heure, cette divinité faisait défaut. Ils scrutaient la face de Malmute-Kid, comme si elle avait été celle du Sphinx. Les minutes silencieuses passaient, et chez les deux hommes grandissait le sentiment qu'il leur fallait dire quelque chose. Finalement,
ce fut le hurlement d'un chien-loup, loin vers 40 Mile, qui rompit le silence. L'étrange son s'enfla, pathétique comme la plainte d'un cœur brisé, puis s'éteignit en un long soupir. « Ah, va au diable, Kid !» s'exclama Bettles, en relevant le col de sa veste en laine et en regardant autour de lui d'un air désemparé. « Ah, elle est belle ton affaire, cria Lon. Tout à perdre, rien à gagner. Même le démon en personne refuserait d'en être, et compte pas sur moi. » Il y eut des gloussements, étouffés dans le gargouillis des gorges, des clins d'œil firent tomber le givre qui poudrait les cils, et déjà les hommes commençaient de remonter sur la berge gelée pour rejoindre le camp. Le hurlement du chien-loup reprit, plus proche, et avec maintenant des inflexions menaçantes. Le cortège approchait, au moment où retentirent les cris d'une femme. « Il arrive, il arrive !» Puis, suivi d'une demi-douzaine de chiens effrayés, un jeune Indien fonça sur le groupe. Derrière, Croc-Jaune arrivait à toute allure, le poil hérissé. Tout le monde se mit à fuir, sauf le Yankee. En détalant, Bettles eut le temps de relever l'Indien, qui était tombé dans sa course, en l'empoignant par ses fourrures. Il gagnait le grand tas de bois où s'étaient déjà réfugiés plusieurs camarades, quand Croc-Jaune revint à la charge, à la poursuite d'un des chiens. L'animal en fuite, qui n'était pas enragé mais fou de peur, percuta Bettles et l'envoya au sol. Malemute Kid tira sur Croc-Jaune une balle qui alla se perdre. La bête déchaînée fit volte-face, abaissa l'arrière-train et en un seul bond couvrit la moitié de la distance qui le séparait de Bettles. Mais le deuxième saut, celui qui se voulait fatal, fut écourté. Lon McFane se jeta du tas de bois et contra le chien en plein vol. Ils roulèrent à terre et Lon, le visage éclaboussé de baves fétides, lui serra la gorge à bout de bras. À nouveau, sur ses pieds, Bettles attendit calmement le bon moment pour utiliser son revolver, puis mit fin au combat. « Qu'est-ce que t'en dis, Kid ? On s'en est bien tiré cette fois, » fit remarquer Lon, qui se relevait en secouant la neige de ses manches. Ce soir-là, pendant que Lon McFane était allé chercher le pardon de l'église, chez le père Roubaud, Malemute Kid parlait beaucoup mais ne disait rien. « Mais tu l'aurais fait, oui ou non ?» insistait Mackenzie. « S'il s'était battu. »« M'as-tu déjà vu manquer à ma parole ?»« Non, mais c'est pas la question. Réponds-moi, l'aurais-tu fait ?» Malemute Kid se redressa. « Scruff, depuis que ça s'est passé, je n'ai pas arrêté de me poser moi-même cette question. »« Eh bien, je n'ai toujours pas trouvé la réponse. »